On repart, alors on repart avec oui, les classiques, quoi, les retraites. Donc allez-y, votre point de vue. Bruno moi, je suis absolument pour que cette réforme se fasse. Et à la hussarde, boum. Absolument indispensable. Elle passera jamais de façon totalement pacifique, safe, etc. Et donc, il faut y aller, il faut faire. C'est un tel enjeu, c'est tellement nécessaire. Mais en plus de ça, moi, je rajoute un autre truc dont on avait déjà parlé juste avant que tu crées Bismart, qui est de dire quand tu as 50 ans, 55 ans, 60 ans, tu es à l'acmé du savoir dans ton domaine. Tu sais tout, tu as des intuitions parce que tu as vécu, et de dire, maintenant, place aux jeunes, tu ranges tout ça au placard et tu perds. Je trouve que c'est une connerie. Donc moi, je suis pour qu'on puisse travailler plus longtemps. Il va falloir que tu fasses un certain nombre de séminaires de DRH pour les convaincre que tu es à l'acmé du savoir. Ce en quoi je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais... c'est l'un des sujets parallèles. Mais d'abord, la retraite, puis l'un des sujets parallèles, c'est qu'est-ce que tu fais alors c'est les calculs que je cite régulièrement de Maximis Retraite, à peu près 1,5 million de seniors qui devaient partir et qui partiront pas. 1,5 million, quand même. Il va falloir j'en fais gérer partie, le truc dans les boîtes. J'en fais partie. Mais non, toi, t'es entrepreneur, t'es à ton compte, c'est ta boîte. C'est mon choix de rester. Mais bien sûr, mais toi, c'est ton choix. T'es pas un poids pour l'entreprise, toi. Enfin, on n'en sait rien, remarque, on y est pas. Isabelle, à la hussarde, sabre clair. Je pense qu'il y a eu un problème de méthode là sur les derniers jours, parce que l'impression que j'ai, c'est que tout le monde est assez d'accord, les partenaires sociaux, bien évidemment le politique, pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire que tout le monde a ce constat qu'effectivement, en plus, il y a plus de croissance, ou bientôt la croissance va devenir difficile à aller chercher. Donc le produit est obligé d'évoluer Mais non, Isabelle, où est-ce que tu as vu que les partenaires sociaux étaient d'accord? Ils sont remontés comme des pendules, on touche à rien. Non, mais même le MEDEF demande de toucher à rien. Ils sont remontés comme des pendules sur la méthode. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que d'un côté, les partenaires sociaux veulent discuter des exceptions, d'abord. Et de l'autre, le gouvernement veut imposer immédiatement un âge qui est l'âge de 65 ans. Donc, moi, ce que j'ai compris, mais effectivement, je ne suis pas sur la table de négociation, c'est qu'il y avait vraiment un problème de méthode, c'est-à-dire parlons d'abord des exceptions et ensuite on verra l'âge, et puis de l'autre côté, on impose l'âge. Je suis désolé, mais non. Tu as d'un côté un gouvernement qui dit, alors c'est plus 65, 64, peut-être 63, on verra. Faut bouger la borne d'âge parce qu'il faut dégager des marges de manœuvre financières, point à la ligne. Et des partenaires sociaux qui disent, non, il n'y a pas de marge de manœuvre financière à dégager, le régime est à l'équilibre, ce qui est vrai d'ailleurs, le régime est à l'équilibre mais il nous coûte une fortune. Regardez, on l'a beaucoup dit sur votre feuille de paye de salarié, c'est le premier des prélèvements et de très très loin. Et donc, on n'a rien à regarder, on n'a rien à toucher. Au contraire, travaillons sur l'employabilité des seniors. Vous voulez augmenter... Parce que d'un côté, le gouvernement dit marge de manœuvre financière. De l'autre côté, les syndicats ne sont pas hostiles à la réflexion sur l'augmentation de la quantité de travail. Bon, qui est effectivement un sujet. Oui, mais ça veut dire travaillons sur l'emploi des seniors, etc. Mais ne changeons rien au système de retraite. Ah non, là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça que finalement, il passe en force, tu vois. Voilà, à un moment, il n'y a plus rien à négocier, on a tout dit. On a 50 000 rapports, enfin voilà. Ouais. Je crois que le rapport du corps doit sortir aujourd'hui ou demain, c'est ça? Ah non, il est sorti la semaine dernière, mais là c'est encore autre chose à la limite, le corps. C'est-à-dire la prévision, moi ça m'a toujours fasciné, quoi. Tu peux pas faire, enfin je sais pas, dans vos entreprises, tu peux pas faire du prévisionnel raisonnable à 6 ou 8 mois là aujourd'hui. Les mecs te le font à 40 ans quand même. Luc? Sarkozy avait passé à 62 en disant de toute façon il faudra y revenir. Moi 64 je pense que c'est le strict minimum, probablement qu'il faudrait viser tout de suite 65 parce qu'on sera obligé d'y revenir encore, l'âge de maintien en vie augmentant. Et puis ensuite je pense que le vrai sujet c'est l'employabilité des seniors, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour aider les seniors à rester dans leur job. Alors il y a ce qu'on peut faire pour les aider, comme on aide les apprentis à rentrer dans le marché du travail. Et puis après, ce que tu évoquais sur la qualité des gens de cet âge-là, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, je pense que les gouvernances dans les organisations ne permettent pas d'exploiter le génie des gens qui arrivent à ce niveau de maturité, à ce niveau d'expérience, parce qu'on attend traditionnellement dans les organisations aujourd'hui, avec une gouvernance ultra verticale, des gens qui exécutent. Et donc plus ils sont jeunes, plus ils sont malléables, moins ils sont susceptibles de questionner ce qu'on leur demande de faire. Et donc plus ils sont dans une posture d'exécutant et d'apprentissage. Et donc c'est ça que recherche, c'est ça le canon aujourd'hui des entreprises, je dirais, traditionnelles. Mais les entreprises, ce que je qualifie de nouvelle génération, voilà, Stéphane connaît bien, Next Gen, je pense qu'elles vont être très appétentes
à chercher ces gens. Est-ce que c'est pas de notre faute aussi, nous, seniors ? Moi, je te le dis très franchement, je le raconte avec beaucoup de franchise. Moi, j'ai 57, bientôt 58 ans. Quand tu sais que tu as une borne d'âge, enfin que tu as cotisé tout le temps et tout, que tu vas vers 62, alors lui, Bruno, ça le fait hurler, mais tu dis très bien, on est un peu sur, tu sais, dans l'avion, la PNC à vos portes, veuillez remonter la tablette, on va commencer la descente, tranquille. Tout va bien, quand tu vois, tu ranges ton portable, machin, t'as fini le film, mais on va y aller. Il y a des moments où tu as envie de lever le pied. Mais si c'est ton choix personnel, c'est pas à la société de l'assumer, et la société, elle peut dire, bah attends, si tu veux lever le pied, non, mais c'est pour ça. À partir du moment où tu recules la borne d'âge, ce qui s'est passé d'ailleurs avec la réforme, alors c'était la réforme Fillon, tu la donnes à Sarkozy, mais en fait, ils aiment bien dire réforme Fillon. Ce qui s'est passé, où tu as eu la hausse, elle est continue, de l'emploi des seniors. Donc effectivement, reculer la borne d'âge, après, c'est juste difficile pour les gars comme moi qui vont se retrouver entre les deux, quoi. Mais il va falloir qu'on assume. Hein. Après, il y a effectivement des changements d'organisation, et vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore en France dans des organisations extrêmement pyramidales. Et donc, en général, le chef a au-delà de 50 ans, 60 ans, mais il n'y a qu'un seul chef. Et donc, effectivement, ceux qui restent à mi-parcours n'ont pas forcément un sens comme ils l'aimeraient dans l'organisation. Et aujourd'hui, et alors peut-être que c'est aussi un effet positif du Covid, je pense qu'il y a une démarche qui est d'être beaucoup plus horizontale, beaucoup plus d'autonomie. Et donc, peut-être que dans ce cadre-là, il y aura effectivement plus de tâches dans lesquelles s'épanouiront les hommes formidables que vous êtes, au-delà de 60 ans. Et après, tu es très next-gen, Isabelle, aucun problème. Et après, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué quand j'ai travaillé dans une société américaine, c'est la prise de risque. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez, au-delà de 50 ans, rejoindre une start-up dans laquelle il y a 10 personnes n'est pas un sujet, parce que ça vous intéresse. Et vous voyez plein de cadres assez haut placés dans une organisation pyramidale qui, tout d'un coup, et c'était vrai il y a 20 ans, lâchaient tout pour aller tenter leur chance. Parce qu'il y a une prise de risque, mais c'est pas grave. Et le mix est extraordinaire entre et le les mix jeunes est extraordinaire, voilà. exactement. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé chez Google, et c'est ce qui s'est passé dans de nombreuses entreprises, avant même qu'elles deviennent grandes. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir ceinture et bretelles, d'être accroché à des niveaux de salaire extrêmement élevés, qui après, si vous partez au chômage, de toute manière, vous permettra d'avoir un, tout ça évite le risque, les prises de risque, et donc à un certain niveau, le fait qu'on puisse bouger et apporter son savoir à d'autres secteurs. Il se trouve que hier, vous pouvez aller voir ça si vous n'avez pas vu ça hier, je discutais avec un spécialiste, Vincent Balouet, qui est spécialiste des crises. Tiens, ça va t'intéresser, Bruno, qui m'a expliqué ça par la géographie initiale de nos territoires. C'est-à-dire qu'en gros, il dit au cœur de tout, il y a le fait que la France, heureux comme Dieu en France, est en fait à l'abri des grandes calamités climato-géographiques. Une catastrophe en France n'est jamais très grave. Les États-Unis vivent avec la calamité climato-géographique en permanence. Et donc, dès le départ, les États-Unis savent que l'État ne pourra pas te protéger. Le climat est plus fort que toi, les tornades sont... En France, c'est tout le contraire. Dès le départ, l'État a pu organiser une protection à peu près efficace. Et lui dit tout découle de ça. J'ai trouvé ça brillant et passionnant. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est qui, c'est Vincent Balouet. C'est la conquête de l'Ouest. C'est la conquête de l'Ouest. La conquête de l'Ouest. Voilà. Tout à fait. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Donc, et non, mais sinon, Isabelle, comme toi, tu étais un peu investie politiquement, etc. et tout, sur la méthode, parce qu'on comprend bien, juste sur l'aspect politique, on comprend bien que Macron en a sans doute un peu marre là, de gérer les crises, de faire la calinothérapie, etc. et tout, qu'il a envie de redevenir le Bonaparte, qu'il ne sera sans doute jamais, mais enfin bon, peu importe. Et donc, il y va, quoi. Oui, mais je pense que oui, je le comprends, mais je suis pas sûre que ça soit la bonne méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français lui ont demandé d'être dans le consensus. Le résultat du Parlement, c'est ça. Et donc, il faut qu'il soit dans le consensus. Mais y a-t-il une bonne méthode ? Mais il faut être dans le consensus, c'est-à-dire qu'au moins, il ne faut pas bloquer la discussion à la première réunion. S'il ne peut pas y avoir de discussion ? Moi, j'ai l'impression que ça fait 60 ans il faut en qu'on est tous dans les le cas consensus. faire en sorte qu'il y en ait une. Et puis après, donner 3 mois, 4 mois, petit pas. Mais il ne faut pas que les gens soient sur des postures. Le problème, c'est que là, tout le monde est sur une posture. Et que je pense que c'est très mauvais. 1 pour les retraites, 2 pour les Français, dans une période où il n'y a plus de croissance.
Et on va nous dire, mais finalement, les retraites, c'est pas la priorité, etc. Je pense que le consensus, ou en tous les cas, une démarche un peu plus ouverte, serait la bienvenue. On a fait ça, j'ai l'impression, moi, depuis 60 ans. Rocard avait déjà fait ça. J'ai l'impression qu'on a essayé plein de fois. Et il y a un moment où c'est pas qu'ils cherchent à aménager tel ou tel point. C'est que c'est tel ou tel point, c'est des points pour empêcher d'avancer. Et à un moment, il faut avancer. Oui, mais là, le constat, c'est qu'il y a effectivement les partenaires sociaux qui ont leur posture. Et moi, mon problème, c'est que je trouve que les partenaires sociaux ne représentent plus véritablement les employés, les ouvriers, etc. Mais ça, c'est un problème qu'on a depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a quand même un Parlement. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le Parlement, il impose qu'il y ait du consensus. Et ça, je pense que c'est compliqué de passer par-dessus. Le 49.3, c'est fait pour ça, mais ça va créer vraiment des ruptures violentes. Juste, on l'a raconté, hein, mais précisez si vous... Parce que vous bossez, vous n'avez pas le temps. S'il le fait, c'est justement pour se préserver le 49.3. Puisqu'en fait, il peut, à travers le plan de financement de la sécurité sociale, utiliser un 49.3 qui ne grillera pas son droit au 49.3 pour un autre texte. En fait, les textes budgétaires ont capacité, justement, d'être passés par le 49.3 sans griller la cartouche. Ce qui veut dire d'ailleurs, parce que comme on est en septembre, enfin mi-septembre, qu'il a dans l'idée, ou qu'il a dans l'idée de faire derrière un deuxième gros truc où il aura besoin de cette cartouche. Rapidement, parce que moi ça m'intéresse, puis là, super profit, Bruno, tu penses quoi, super profit? Taxer les super... Rien, ça t'intéresse pas comme... Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est compliqué. Je comprends qu'il y a des tas d'organismes qui ont gagné de l'argent de façon un peu opportuniste, indépendamment de leur travail, de leur stratégie, etc., parce que le contexte a fait et qu'on dit, on va les prendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a en permanence, c'est la vie, la vie des entreprises et du marché, il y a en permanence des gens qui gagnent, qui perdent. Si on va taxer ceux qui gagnent, ça veut dire ceux qui perdent parce qu'ils sont à contre-courant, ceux-là, il faut les renflouer. C'est un peu ce qu'on va faire. C'est un peu clair. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que visiblement, tu vas avoir une sorte de plafonnement des marges, plafonnement des charges, voilà, on va dire ça comme ça, à travers une facture d'électricité qui, d'une manière ou d'une autre, ça se dessine, la Commission européenne va accepter qu'elle soit payée par les gouvernements. Et donc, il y a peut-être un petit côté un peu légitime à se dire, effectivement, puisque tu as un plafonnement des pertes, tu peux avoir un plafonnement des profits. Moi, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et puis d'ailleurs, il y a des résultats exceptionnels en compta. Et les résultats exceptionnels, ils ne sont pas liés uniquement à des effets d'aubaine. Donc, en fait, comment on décrit et comment on définit, c'est très compliqué. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'en Angleterre, il y a une taxe sur les super profits. Mais c'est uniquement, et je trouve ça passionnant, sur les entreprises pétrolières qui exploitent le pétrole dans la mer du Nord. Donc ça veut dire que c'est un bien commun. Donc si c'est un bien commun pour les Anglais, c'est absolument normal que ces sociétés soient surtaxées, parce que c'est une manière d'acheter ou de mieux acheter ce produit qui appartient à tous. En Europe, enfin en tous les cas en France, c'est assez différent, notamment dans l'univers de l'énergie. Mais par contre, ce que j'ai trouvé formidable, et pour moi c'est un peu ou en tous les cas ça répond au même objectif, c'est ce qu'a fait Total, qui n'avait pas une très bonne image de marque en début d'année, et qui, depuis qu'il fait ses moins 15 centimes, moins 20 centimes à la pompe, c'est formidable. Et ça, ce que je trouve bien, en fait, c'est que ça va directement dans la poche du consommateur, alors que si on fait un super profit, on va avoir encore une taxe qui va aller dans les mains de l'État, dont on n'est pas complètement sûr, si je puis me permettre, de l'efficacité de l'argent qui va être fait de ces montants. Voilà, des investissements qui pourront être faits de ces montants. Donc je trouve que plutôt que de surtaxer, obliger certaines sociétés, dans des moments un peu compliqués, d'avoir une approche auprès du consommateur positive, c'est formidable. Bon, après, là-dessus, je l'ai déjà dit, mais l'enquête avance. Moi, je voudrais être sûr qu'ils ne vendent pas à perte. Total, tu vois oui, mais s'ils vendent à perte, alors là, tu détruis la concurrence. C'est-à-dire, c'est le sujet dont on parlait tout à l'heure, tu comprends? C'est-à-dire, s'ils servent et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est d'ailleurs exactement le discours de Pouyanné, c'est bien mieux pour les Français d'avoir cette remise. Mais si, à travers cette remise, j'arrive à casser le dos et à abîmer un petit peu mes concurrents, faut regarder, voilà. Faut regarder. Mais je trouve que le principe... en tous les cas, l'investissement qui est fléché directement au consommateur, plutôt que Yatenoser impôt qui va enrichir l'État, dont on ne sait pas comment il va l'utiliser, ça se discute. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vérifierai aussi que ces sociétés-là payent bien l'impôt en France au bon niveau, parce qu'il y a quand même des optimisations qui parfois laissent rêveur.
Ouais, pas pour Total, hein, franchement. Non, mais Comme le disait Isabelle, les Anglais, ils ont le pétrole en mer du Nord. Je parle Total, il va le chercher de personnes en particulier, mais bon, enfin, il se trouve que j'ai eu des conversations avec des gens qui optimisent les impôts de ces sociétés, y compris Total, qui sont quand même assez intéressantes. Après, moi, je pense que c'est une formidable opportunité pour des sociétés qui sont sur l'extraction fossile. De financer leur transition. Et donc moi, je demanderais, plutôt que d'essayer de faire une taxe opportuniste maintenant, je demanderais à ces gens-là de présenter un plan beaucoup plus ambitieux de transition et de leverager cette situation extraordinaire pour transitionner plus vite, plus fort. Donc ça devrait être une bonne nouvelle pour tout le monde. Et moi, c'est ça que je demanderais plutôt que de rajouter une taxe de plus qui est infernale dans le pays de la taxe, quoi. Parfait. Alors, tiens, juste un petit mot, parce que quand même, voilà, moi que vous vouliez commenter ça, mais j'ai trouvé le chiffre assez impressionnant. Donc c'était dimanche. La messe semble bel et bien dite dans l'opinion autour du nucléaire, qui est à nouveau très largement populaire. 75% des Français favorables au nucléaire, voilà. Oui. On est tous d'accord autour de cette table. Seuls 50% d'entre nous jugent cette énergie respectueuse de l'environnement. Ok, mais à 75%, il faut le faire. Sur le nucléaire, dit Frédéric Dabi de l'IFOP, qui a fait ce sondage, ce n'est pas la fin du monde qui crée l'adhésion, mais bien la peur pour le portefeuille. Le pouvoir d'achat écrase tout. Voilà. On est tous. On en arrive même à regretter publiquement d'avoir fermé Fessenheim, ce qui est quand même pas mal. Et alors, on s'en fout, c'est fait, mais c'est bien qu'on se dise maintenant. Au moins, on dit on a fait une boulette. Mais qui dit tu as entendu quelqu'un dire on a fait une boulette? Édouard Philippe, là, il dit pas on a fait une boulette? Si, enfin, il le dit. Ah non, il dit j'aurais bien aimé ne pas avoir à la fermer, mais en fait, ça aurait rien changé. Donc j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Voilà. Oui, et Macron, il dit vu l'État, vu le truc, il valait bien mieux la fermer et refaire autre chose plutôt que de payer la maintenance et de payer. Ce qui est faux, hein, on le sait tous. C'est totalement faux. Ah, totalement faux. Absolument. Ah bah oui, ah non, mais attends, si t'as un doute là-dessus, il faut... Ah non, je ne peux pas rentrer dedans, donc je sais pas. Eh ben, autorité de sûreté nucléaire, donc en fait, Fessenheim, ça va te rendre fou. Ah oui, tu sais pas tout. Fessenheim ferme, après un grand carénage, c'est-à-dire après des travaux considérables qui avait fait cette centrale, rapport de l'autorité de sûreté nucléaire quelques mois avant la décision de fermeture, la plus sûre de France. Bien sûr. Ah ouais? Oui. Mais oui. Moi, je suis toujours tolérant vis-à-vis de ces choses-là, parce que on le sait tous quand on gère une boîte ou des trucs. C'est tellement compliqué, il y en a tellement dans tous les sens que parfois il y a des loupes, etc. Alors moi, j'ai une certaine tolérance vis-à-vis de ça. D'accord. Je préfère des gens qui font et qui avancent et puis qui tentent se prendre. Là, ils défont, là, en l'occurrence. Plutôt que les gens qui ne font pas et qui ne bougent pas. Là, ils défont pour un Atlantique écolo. On va y revenir, quoi, maintenant, donc c'est bien. Mais je pense que c'est pour revenir sur la perception des Français. Je pense que les Français étaient dans une bulle énergétique jusqu'à présent. C'est-à-dire que on était avec une énergie qui ne coûtait pas cher. Il n'y avait jamais de coupure. Oui. Vous allez aux États-Unis, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Vous allez en Californie, vous avez des ruptures d'électricité de manière régulière. Ça fait partie de la vie quotidienne des gens. Absolument. Et en France, depuis 40 ans, la vie est belle. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'alternative. L'échec des Allemands, qu'il y a Poutine qui tout d'un coup commence à dire le gaz ça coûte cher. Et donc oui, là, on se dit merci. Et puis en plus, je trouve qu'il y a eu le rôle de personnes comme Jean Covici, qui petit à petit se sont attelés à expliquer, ou en tous les cas à détruire tous les discours démagogiques de certains partis politiques. Et aujourd'hui, les Français, effectivement, se rendent compte que finalement, le nucléaire, c'est pas si mal. Ouais. Même si c'est pas sans risque. On termine avec sécurité psychologique. Tu vas faire quelque chose à Toulouse, c'est ça, le 11 octobre, oui, on fait un after-work sur la sécurité psychologique. Et c'est quoi alors la sécurité psychologique en entreprise, j'imagine? Absolument. La sécurité psychologique, c'est ce qui te permet de prendre des risques. C'est très lié à une autre expression qui s'appelle le droit à l'erreur. Est-ce que j'ai le droit à l'erreur ou pas? Dans les organisations traditionnelles pyramidales qu'on a commentées tout à l'heure, le droit à l'erreur, c'est sanctionné. Et dans les entreprises nouvelle génération, le droit à l'erreur, c'est toléré, parce que si on ne fait pas d'erreur, ça veut dire qu'on ne prend pas de risque, qu'il n'y a pas d'initiative et que la peur te tétanise. En fait, il y a des travaux de chercheurs qui montrent que le cerveau, il est super efficace quand les gens se sentent bien, quand ils sont détendus. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous expérimenté ça, d'avoir des idées géniales qui vous viennent sous la douche, en vous couchant ou en vous réveillant. Moi, je trouve que le trac, c'est pas mal aussi. Alors, le stress ou le trac, ça permet d'être super efficace sur des choses qu'on sait très bien exécuter, qu'on a appris par ailleurs. Mais lorsqu'on veut être vraiment très créatif, lorsqu'on veut think out of the box, trouver des solutions originales, etc., ou travailler à plusieurs
et faire œuvre de sérendipité, c'est-à-dire trouver des choses qui viennent de rebonds d'idées qui n'étaient pas prévues au départ, eh bien, il faut être assez détendu, il faut avoir un peu plus de temps que juste enchaîner des réunions de 8h à 8h dans une journée. Et donc ça nécessite une sécurité psychologique. Et les entreprises les plus performantes sont celles qui savent aménager cette sécurité psychologique. Tu notais d'ailleurs en amont de cette émission qu'effectivement le coût de la non-sécurité psychologique est abyssale. Voilà, je pense que c'est très lié. Quand on voit que les RPS, donc l'absentéisme, les maladies au travail, toutes les maladies psychosomatiques, d'accord, sont liées à un management archaïque qui est dans le micro-contrôle, dans le micro-management, dans l'interdiction totale de faire quelque erreur que ce soit, de prendre quelque initiative que ce soit. Okay. Et donc ça coûte une fortune aux organisations. Et donc probablement qu'un des premiers vecteurs d'amélioration de la performance, c'est de redonner de la sécurité psychologique et du droit à l'erreur. Attends Bruno, parce que non, mais on parle de cerveau là, c'est ton... Pour moi, tu as dit plein de choses qui sont sur différents plans. La créativité incrémentale, c'est un truc de plusieurs personnes ensemble, c'est les réunions post-it, etc. La créativité de rupture, c'est au contraire un processus personnel qui nécessite effectivement que ton cerveau il tourne dans tous les sens et puis qu'au bout d'un moment il soit au repos, donc effectivement exactement. Avant de te coucher, sous la douche, dans le métro, etc. Tu as un cerveau et c'est là qu'arrivent les grands trucs parce qu'en fait ça a décanté dans ton cerveau puis ça sort après. Exactement. Moi ce que j'ai vécu beaucoup, c'est que les grandes démissions et ces trucs-là, c'est dans les boîtes qui sont mal managés, enfin qui sont où il n'y a pas de, même si le mot bienveillance est devenu tellement galvaudé, mais enfin nous on n'a pas ça, on n'a pas de gens qui partent, enfin, les gens sont bien, ils reviennent même quand on leur demande pas de venir voilà. Et j'avais lu un truc il y a très longtemps qui m'avait marqué, c'est si tu passes ton temps à te protéger le cul en interne, la boîte, elle est mal, elle est pas bien. Ouais. L'ennemi, il est dehors. Ouais. Et il faut faire en sorte que les gens en interne soient dans la sérénité. Ouais. L'ennemi, il n'est pas dedans. Moi, dans quoi ça change tout. Et j'ai trouvé ça, c'est bête comme chou, c'est une évidence. Mais moi, ça m'a marqué, ça. Tout à fait. Isabelle ? Moi, j'avais été marquée par les grandes entreprises, justement, axées sur la R&D et qui gèrent énormément d'ingénieurs. Tu as travaillé chez Yahoo, hein J'ai travaillé chez Yahoo. C'est cette capacité à laisser du temps libre. Et à avoir dans l'agenda des équipes des plages horaires, alors ça peut être le vendredi, enfin bon, bref, des plages horaires dans lesquelles les équipes ont le droit, ou en tous les cas, voilà, de travailler sur des sujets qui les intéressent. Et ça, effectivement, cette manière de manager, et notamment des équipes d'ingénieurs qui doivent réfléchir, être out of the box, etc., m'avait vraiment impressionnée. Et je pense que ça... Alors, ça a l'impression qu'il est dubitatif. Je trouve ça bizarre de dire, dans votre vie, on vous laisse gérer votre temps, on vous donne pas des horaires contraints, etc., ce qui se fait de plus en plus et ce qui est très bien, et de dire, mais je vous laisse des plages libres. Parce que si je te manage tu bosses, quoi, voilà. Si je te manage, non, c'est si je te manage par des objectifs, et qui sont en général avec une certaine ambition, quand tu as du temps libre, tu fais tes objectifs parce que tu as envie d'y arriver. Oui, pardon, je me suis mal exprimée. Dans un temps libre et tout, globalement, c'est pas forcément sur des plages horaires, mais c'est en tous les cas d'accepter que des équipes puissent s'intéresser à autre chose que le produit principal. Donc sur ça, lequel... ça a un nom, ça s'appelle le Slack Management. Slack, en anglais, ça veut dire un peu gras. C'est avoir du gras, c'est avoir un peu plus de temps que juste le strict nécessaire pour exécuter sa mission, de manière à pouvoir justement... avoir cette soupape qui permet d'être plus efficace, plus créatif, plus... Mais pour moi, c'est une culture, c'est un ensemble. C'est une culture, je suis d'accord avec toi. C'est pas une règle qui fait que tu as droit à un peu de temps. C'est une culture d'entreprise de plein de choses. Je sais pas, nous, on a lancé un truc qu'on appelle les masterclass en interne, c'est marrant. Chacun a des sujets d'intérêt personnel en dehors du travail. Tiens, allez, proposez la liste des sujets dont vous avez envie de parler, et puis les gens vont voter, en disant, tiens, moi, ça m'intéresse. Et puis, on prend les 10 sujets sur lesquels il y a le plus de gens qui ont dit ça m'intéresse. Et puis, les gens, ils font une masterclass. C'est-à-dire, ils prennent du temps sur le travail, on s'en fout. Ils prennent du temps, ils préparent, ils font une présentation. Il y a eu un truc sur la broderie, il y a un truc sur les hiéroglyphes, il y a un truc sur... Non, mais les gens sont bien dans l'entreprise. Les gens sont bien dans l'entreprise. Non, je suis vieux jeu, moi, là-dessus, parce que... Alors,
puisque j'ai été manager, voilà. Donc je ne peux pas être un très bon manager derrière, parce que ça, mais si tu as envie de faire de la broderie, fais de la broderie. Mais dans la boîte, on n'est pas là pour faire de la broderie, pour parler de la broderie, quoi. On est là pour bosser, on est là pour... Oui, mais ça crée du lien. Oui, tu peux parler broderie en buvant un café, etc. et tout, mais de là à faire une masterclass sur la broderie, nous, on fait etc. ça. Nous, on fait des choses comme ça. Ça permet de valoriser les uns et les autres. Ça permet de valoriser les uns et les autres sur des sujets qui sont un peu particuliers. Puis tu connais mieux les autres, et puis ça tu vis crée des du choses lien. ensemble. Il y en a qui ont fait sur la samba. Donc il y en a plein qui dansaient la samba. Mais ça crée des liens. Uniquement à l'heure du déjeuner, Stéphane. Non, on fait ça le soir à 6h, donc c'est pas non voilà. plus... Voilà. C'est mieux que de boire un coup. Ça, je suis d'accord. Ça s'appelle C'est l'autre sujet. les brown bag lunch. C'est très... Ah non, si c'est ça, effectivement, parce que ça, c'est un sujet qui m'avait aussi beaucoup intéressé à une époque. C'est-à-dire, c'est l'idée, 18h, et on sort l'alcool, et etc. Qui est... Ah ouais, mais tu ouvres des grands yeux, Isabelle. Non, mais dans les médias, je sais c'est pas, encore pas mal. Ouais, pas seulement dans les médias. C'est encore pas mal répondu. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que de parler de la samba. Là, avec ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, non, mais alors, très sérieusement, mais on en avait parlé déjà la semaine dernière, c'est effectivement l'un des chiffres qui m'a le plus impressionné depuis la rentrée. Donc, j'ai découvert ça il y a 10 jours, au moment de la présentation du plan de financement de la sécurité sociale. Donc, la santé mentale est le premier poste de dépense de l'assurance maladie aujourd'hui en France. 23,3 milliards d'euros en 2020. Si on regroupe donc les maladies psychiatriques et l'ensemble des traitements chroniques par psychotropes, cela revient à 14% de l'enveloppe totale de la Sécu, pour un coût moyen de 2 Mais c'est pas juste sur la santé mentale au travail. Oui, non, c'est c'est confondu. Mais dans la mesure où tu as 26 millions de salariés, tu peux penser qu'effectivement la sécurité psychologique joue un rôle. Oui, mais il y a quasiment 5 milliards sur Alzheimer. Donc il y a quand même une grosse partie qui concerne le vieillissement et la fin de vie sur ces 23 milliards. Sur ces 23 milliards, Et d'accord. effectivement, c'est aussi un sujet. Parce qu'on parlait de l'âge de la retraite. Moi, je pense que travailler maintient en forme le plus longtemps possible. Et effectivement, toute cette notion de fin de vie qui se rallonge avec des problèmes neurologiques de plus en plus lourds, c'est extrêmement compliqué. Et je crois, j'ai regardé les chiffres d'Alzheimer, il y a dans les pays occidentaux 55 millions, ça devrait quasiment tripler en 30 ans. 1 million en France. Donc ça va être très très lourd pour la population en Europe etc. Donc après, en entreprise, il y a des taux d'engagement très bas, il y a des burn-out qui sont Mais ça va pas si mal. Tu as vu, je t'avais mis en dessous le sondage Opinionway, là, 88% des salariés, 94% des managers accordent une place majeure au travail dans leur vie, avec une augmentation de la satisfaction globale des salariés au travail. Il faudrait voir qu'est-ce qu'ils entendent par satisfaction. Est-ce que c'est la satisfaction de leur rémunération ? Oui, rémunération et sécurité financière restent le fondement de la relation à l'entreprise. Ça, je pense qu'effectivement, les gens qui ne sont pas satisfaits de leur salaire aujourd'hui, ils ont la capacité de bouger, donc c'est plutôt mieux qu'avant. Maintenant, sur l'engagement, c'est-à-dire quel est le sens au travail, dans ma mission quotidienne, ça reste très très faible. Oui, et puis moi j'ai été un mot, très Isabelle, frappée. ce sera le mot de la fin. Le sens dans son travail, c'est les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où le sens n'a pas le plus de portée. Ouais. Et il y a une vague de démissions effrayante. Incroyable. Et donc effectivement, c'est pas que le sens, le travail. C'est le sens et la capacité de nourrir sa famille et d'atteindre un niveau de vie et un rythme de travail. Les amis, j'étais ravi. Merci à tous. Merci beaucoup. Et donc, Merci beaucoup. on se retrouve demain pour continuer ces débats.